La philosophie est-elle une vocation ? Comment viennent les idées ? Comment se fabrique un concept ? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité ? Voici aujourd'hui le portrait en actes et par elle-même de la philosophe Chantal Jacquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous ? Il est toujours difficile de se présenter comme philosophe en première personne, puisque la philosophie c'est aussi une manière d'être et qui n'est pas nécessairement réfléchie sous la forme d'un métier ou d'une profession. Donc c'est plutôt de l'extérieur qu'on vous qualifie de philosophe et qu'on accueille ce qualificatif sans pour autant nécessairement se penser comme tel. Est-ce que c'est un métier pour vous, être philosophe ? Je crois que c'est surtout d'abord un désir plutôt qu'un métier. Alors c'est pas forcément contradictoire, mais c'est un désir de comprendre pour moi, un désir de rechercher à la fois une forme de vérité, ou je dirais plutôt rechercher ce qui est juste, en un double sens de justesse et aussi de justice, puisque pour moi il y a aussi une dimension pratique à la philosophie. Il ne s'agit pas simplement, pour reprendre la critique que faisait Marx à l'endroit des philosophes, il ne s'agit pas simplement d'interpréter le monde, mais aussi de le transformer, ou du moins de contribuer à le faire changer par de nouvelles pratiques théoriques, mais aussi en prenant place, en prenant ma part dans l'activité politique, même si ça n'est pas nécessairement le rôle spécifique aux philosophes, ça peut être le rôle de tout un chacun. On va y venir précisément, c'est passionnant. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie moderne. Vous avez travaillé sur la philosophie de Spinoza et les questions que soulève cette philosophie, le corps, le désir, l'unité du corps et de l'esprit évidemment. Vous avez aussi travaillé sur le philosophe Bacon et sur deux sujets beaucoup moins classiques en philosophie, les transclasses, on y viendra justement, ces personnes qui passent d'une classe sociale à une autre, et l'odorat. Nous avons 50 minutes, Chantal Jacquet, pour faire votre connaissance intellectuelle, disons, pour parler de votre travail, de votre rencontre avec la philosophie jusqu'à l'entrée dans votre atelier de philosophe. Vous nous direz comment les idées vous viennent et comment se forge un concept. On réfléchira aussi ensemble au rôle et au statut du philosophe aujourd'hui. Gilles Deleuze disait que la philosophie est souvent affaire de rencontres. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ? Il est toujours difficile d'assigner une première fois, puisque souvent c'est une forme de reconstruction a posteriori. Mais pour autant que je m'en souvienne, c'est effectivement une affaire de rencontre, de transmission, je dirais, puisque c'est à travers un livre que l'on m'a offert que j'ai eu mon premier contact avec les philosophes. Je ne pourrais même pas dire le titre du livre, c'était un manuel qu'un cousin m'avait donné par hasard, mais de manière totalement indifférente, du style « je n'en ai plus besoin ». Et c'est ainsi que j'ai eu accès pour la première fois à une réflexion philosophique. Alors évidemment, j'étais en classe de 5e, donc je comprenais qu'il y avait à comprendre, mais je ne comprenais pas. Au juste, ça m'a beaucoup interpellée et j'en ai retenu certaines phrases de façon indirecte, pensées comme des aphorismes extraits de leur contexte. Et parmi ces phrases, ça a été ma première rencontre avec Spinoza. Il y avait cette formule la sagesse, la philosophie et la sagesse ne sont pas une méditation de la mort, mais de la vie. Alors ça n'était pas cité dans le texte, mais comme une forme de paraphrase. Et ça m'avait beaucoup interpellée. Pourquoi ce choix de méditer sur la vie, puisque on pourrait se contenter de vivre, et pourquoi tourner le doigt à la mort, puisque parfois il y a cette fameuse formule philosopher c'est apprendre à mourir, qui va être reprise par Montaigne et qui peut traîner aussi dans les manuels, les Lagarde et Michard à l'époque. Donc ça a été quelque chose qui m'a interpellée et qui m'a aiguillonnée d'une certaine manière, puisque sur le fond, c'est comprendre ce qu'on ne comprend pas. Aller vers une altérité, et c'est ça qui m'a d'abord mue dans le désir de philosopher. Et vous arrivez à dire pourquoi le fait de méditer sur la vie vous intéressait ? Oui, ça m'intéressait parce que j'avais l'impression que l'idée d'une méditation de la vie impliquait une forme de recul par rapport à la vie, alors que surtout quand on est enfant ou adolescent, on est immédiatement dans ce rapport à la vie. On ne réfléchit pas, on se contente de vivre. Et pourquoi fallait-il ne
pas simplement se contenter de vivre, mais réfléchir sur la vie, sur la signification de la vie, sur ses orientations. Ça invitait d'emblée à une forme de recul, de Donc, distance. Il y avait un goût pour ça chez vous déjà. Il y avait un goût. C'était déjà. C'est pour ça que je dis que la première fois, c'est toujours une reconstruction. Je pense qu'il y avait sur le fond une sorte d'attente et de désir, parce que le monde me paraissait d'une certaine manière opaque, le monde me paraissait injuste, et j'avais besoin, au fond, d'avoir des instruments pour le penser, pour l'appréhender, et je crois que ça a été vraiment constitutif pour moi de ce rapport à la philosophie. Comme une quête de sens qui n'apporterait pas de solution, mais vous le dites, des instruments pour formuler cette quête, c'est ça? Oui, effectivement, une sorte de ressource pour penser, pour mieux vivre aussi, et pour essayer de faire advenir autre chose face à ce qui me paraissait insatisfaisant, notamment le fait, les inégalités entre les êtres humains, l'injustice, l'indifférence aussi, qui me paraissait contrevenir aux théories aussi bien religieuses que l'on pouvait inculquer, ou aux prises de position politiques, c'est-à-dire cette espèce de contradiction que l'on constate quand on est à l'adolescence entre les affirmations généreuses théoriques et puis au fond les petits arrangements pratiques qui font que on continue à vivre de façon à peu près sereine, sans penser à tous ceux qui voient dans la vie une forme de lutte, ou qui souffrent, ou qui sont écartés, ou même martyrisés. Et quand vous êtes allé en terminale, que vous avez étudié la philosophie, c'était plutôt une déception ou une joie? C'était plutôt une joie, dans la mesure où, en fait, j'ai toujours eu l'impression que la classe de terminale ne pourrait pas changer mon désir de philosopher. Ce qui frappait d'ailleurs beaucoup mes camarades, en disant mais comment tu peux savoir que tu veux faire de la philosophie puisque tu n'en as jamais fait, et tu que vas vous te le disiez déjà. Je le disais déjà. Je le disais déjà. Alors ça paraissait comme une forme d'entêtement adolescent, mais sur le fond, l'expérience de la rencontre pour la première fois de la philosophie dans un cadre d'enseignement institutionnel, ça n'a fait que renforcer mon désir, dans la mesure où j'ai dû affronter un principe de réalité, c'est-à-dire j'ai dû voir ce que c'était que philosopher en acte à travers la figure de mon professeur, qui ne correspondait pas nécessairement à l'image que je pouvais me faire de la philosophie, puisqu'il y avait une forme sans doute d'idéalisation, et ça a été salutaire puisque là encore une fois c'était une forme de remise en cause, et donc un désir de comprendre davantage, d'aller au-delà, de voir ce qui me résistait, et d'évoluer pour voir quelle philosophie je pourrais constituer et comment je pourrais me constituer moi-même à travers la philosophie. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez rencontré la philosophie de Spinoza, vraiment ? La philosophie de Spinoza, ça a été plus tard. Je crois que c'était essentiellement en cagne de philosophie à travers l'enseignement d'André Lécrivain, qui m'a permis de sortir d'une première représentation de Spinoza un peu comme sous la forme d'un moraliste, c'est-à-dire la partie 4 de l'éthique, où il y a de nombreuses propositions qu'on pourrait prendre comme une sorte de manuel de vie. J'ai cité la formule selon laquelle la sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie, où le sage ne pense à rien moins qu'à la mort, où l'homme libre vit sous la conduite de la raison, où l'homme libre décline les bienfaits. Donc il y a une première représentation qu'on peut avoir de Spinoza à travers des phrases isolées, puisqu'au départ, quand on se lance notamment dans l'éthique, c'est incompréhensible. Et là, pour la première fois, quelqu'un m'aidait à briser le mur des démonstrations de l'écriture géométrique pour voir le cœur et le noyau de la pensée de Spinoza, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a bouleversée, parce que on pouvait concilier la plus grande rigueur intellectuelle avec une force de pensée subversive qui aide à vivre, qui n'est pas simplement une forme d'intellectualisme, mais qui engage l'esprit et le corps, qui vous engage tout entier. Et je comprends parfaitement pourquoi Spinoza a pu écrire dans la petite préface de l'éthique 2 qu'il s'agissait de nous conduire comme par la main à la découverte de l'esprit humain et de sa béatitude suprême. Je crois que André Lécrivain m'a aidé à faire ce chemin, et je lui en suis d'ailleurs très très reconnaissante, parce que
au-delà du Spinoza de cœur, c'est devenu aussi le Spinoza d'esprit, c'est-à-dire suivre sa rigueur et essayer de faire un chemin avec lui. L'éthique de Spinoza est un texte difficile à lire, surtout quand on est en terminale. On le découvre peut-être après, quand on a choisi de faire des études de philosophie. Il est organisé, vous l'avez dit, selon, et c'est l'expression de Spinoza, l'ordre géométrique, avec des propositions, des scolies, un style qui peut être, qui est très agréable à lire, mais qui peut être rebutant, tant parfois il est quasiment scientifique, et c'est un dessein de Spinoza de présenter les choses ainsi. Et à la fin de l'éthique, il y a ce chapitre, cette partie sur la béatitude, qui serait soit un but à atteindre, soit quelque chose qui est ici-bas et vers lequel nous aurions à cheminer, et la philosophie nous y aiderait. On trouve des textes qui sont parfois plus compliqués, et d'autres qui sont absolument bouleversants, comme dans cette partie 4 de l'éthique, le scoli de la proposition 45, Spinoza écrit ceci. Il dit « Entre la dérision et le rire, je reconnais une grande différence, car le rire, comme aussi la plaisanterie, est une pure joie. Et par conséquent, pourvu qu'il n'ait pas d'excès, il est bon par lui-même. Et il n'est rien, certes, sinon une farouche et triste superstition qui interdit de prendre du plaisir. Car en quoi convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie ? Voici ma raison et ce dont je me suis persuadé. Aucune puissance divine, ni aucun autre qu'un envieux ne prend plaisir à mon impuissance et à mon désagrément, et ne nous tient pour vertu les larmes, les sanglots, la crainte et autres manifestations de ce genre, qui sont signes d'une âme impuissante. Mais au contraire, d'autant nous sommes affectés d'une plus grande joie, d'autant nous passons à une perfection plus grande, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus nécessaire que nous participions de la nature divine. C'est pourquoi user des choses et y prendre plaisir autant qu'il peut se faire, c'est d'un homme sage, que de se refaire et de se ranimer au moyen d'une nourriture et de boissons agréables, prises avec modération, comme aussi au moyen de parfums, du charme des plantes verdoyantes, de la parure, de la musique, des jeux de manège, des spectacles et autres choses de même genre, dont chacun peut user sans aucun dommage pour autrui. Et voilà comment Coltrane peut sortir de l'éthique de Spinoza. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi. Profession philosophe. Aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Chantal Jacquet. Le texte que je viens de lire, Chantal Jacquet, est qualifié par vous comme un des textes qui est le plus proche de vous. Car dites-vous, il est parfait pour chasser la mélancolie. En quel sens ? Mais ce texte est magnifique parce que, d'une part, il brise l'image convenue du philosophe comme étant enfermé dans sa tour d'ivoire, comme étant le pur intellectuel coupé de son corps. Or, la philosophie de Spinoza veut finalement réconcilier le corps et l'esprit d'une certaine manière, c'est-à-dire briser ce divorce et ce dualisme, puisque l'esprit et le corps, c'est une seule et même chose. Et ce qui guette l'homme, c'est précisément la mélancolie, c'est-à-dire un état de tristesse généralisée qui frappe aussi bien le corps et l'esprit, qui paralyse. La mélancolie, c'est l'antichambre de la mort, hein, c'est une forme d'impuissance à être. Et pour cela, pour chasser la mélancolie, on dirait peut-être aujourd'hui la dépression, d'une certaine façon, il faut des armes. Et ces armes, pour Spinoza, ne sont pas seulement des armes intellectuelles. Il ne s'agit pas simplement d'élaborer une sagesse qui consisterait à dire que la mélancolie est mauvaise, une forme de prêche contre la mélancolie, en disant qu'il faut l'expulser de soi. Il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut aussi changer l'état du corps. Et ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est que il prête attention à des choses qui pourraient paraître tout à fait triviales, tout à fait extérieures. Le charme des plantes verdoyantes, la parure, la musique, les parfums, etc. Tout à fait, des choses qui peuvent paraître frivoles et que généralement, d'un point de vue philosophique, on pourrait considérer avec dédain. Comme Coltrane, hein, qui est en train de jouer My Favorite Things, voilà. C'est ça. Mes choses favorites, mes choses préférées. Spinoza montre bien qu'en réalité, puisque l'esprit et le corps c'est une seule et même chose, plus on diversifie les aptitudes corporelles, eh bien plus on a de matière à penser.
Et c'est la raison pour laquelle il ne valorise pas simplement la musique et le théâtre, qui sont généralement réinvestis par les philosophes comme étant des ressources intellectuelles, mais aussi le charme des plantes vertes, l'usage des parfums. Et évidemment, pour moi, ça m'a aussi donné une puissance de pensée, c'est-à-dire légitimer le fait de s'intéresser aux parfums, comme étant part intégrante de la philosophie, comme étant un acte philosophique par excellence. Donc, dans ce Scoli magnifique, eh bien, il s'agit de montrer que les plaisirs peuvent être cultivés, non pas comme des idées fixes. Il ne s'agit pas, par exemple, d'accumuler les richesses ou d'être dans une vie hédoniste, négligeant la culture d'autre chose, mais il s'agit de diversifier nos aptitudes. Donc le philosophe doit être ouvert aussi au plaisir du monde. Il doit méditer sur ses plaisirs, ça doit alimenter sa pensée, et donc, de ce fait, rien de ce qui existe au monde comme plaisir ne lui est étranger. Et quand vous lisez ce type de texte, vous vous dites, voilà quelqu'un, en l'occurrence un philosophe très connu, étudié au lycée, dans les universités françaises et partout dans le monde, qui pense la richesse des plaisirs de la vie, et donc ça m'encourage à aller vers ces plaisirs. Est-ce qu'il y a ce rapport de presque de légitimation d'une partie de l'existence, parce que c'est un philosophe comme Spinoza qui dit que c'est aussi une source de plaisir? Alors, il peut y avoir une forme de légitimation, mais en même temps, c'est une manière de reprendre les plaisirs en méditant aussi sur leur puissance, sur leur force propre, sur la manière dont ils peuvent se combiner pour déclencher une allégresse corporelle, puisque Spinoza, par exemple, va souligner le fait que si on se focalise sur un seul plaisir, ça pourrait être le plaisir de la lecture, ou ça pourrait être le plaisir d'accumuler de l'argent, eh bien à ce moment-là, ça va se faire au détriment de la diversification des aptitudes corporelles. Donc c'est un équilibre des plaisirs qu'il s'agit de trouver pour avoir une matière à penser, une stimulation intellectuelle. Donc c'est à la fois une légitimation des plaisirs, mais aussi c'est l'idée que le corps est partie prenante de la démarche philosophique et que il y a une solidarité fondamentale entre ce que peut le corps et ce que peut l'esprit. Alors ça, comment ça se met en place vraiment, même dans l'expérience et dans votre rapport à la philosophie, puisque la philosophie est quand même une activité d'écriture, de pensée. Quel rôle joue le corps dans la philosophie? Alors, le corps dans la philosophie joue un rôle décisif, puisque la pensée, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle ne s'exerce pas de façon volontariste, c'est-à-dire que on ne décide pas d'écrire un ouvrage philosophique et ipso facto on se met à sa table et donc on écrit. La pensée a aussi besoin de stimulation, elle a besoin de respiration, et pour moi par exemple, il y a des moments où quand je suis en train de réfléchir sur un objet, je me retrouve dans une situation d'impasse, et c'est précisément en ayant d'autres types d'activités, en changeant l'état du corps, que les pensées peuvent s'organiser. Ce qui est assez frappant, par exemple, pour moi, de nombreuses difficultés conceptuelles se sont résolues par la marche en montagne. Mes plus belles pensées viennent en marchant. Ça, c'est vrai, disait Nietzsche, et je crois que c'est profondément vrai en ce qui me concerne. Il y a quelque chose de tout à fait remarquable dans le fait que dans la marche comme dans la danse, il y a une libération du corps, il y a un effort qui se constitue, et une présence à soi très forte qui donne une vitesse aussi à la pensée. Sans qu'on l'ait voulu, ça ne marche pas par décret. Donc c'est pour ça que il s'agit pas nécessairement toujours de s'installer à sa table et dire voilà, maintenant je vais terminer mon livre. Ça se passe de façon plus vagabonde, peut-être de façon plus erratique, et le corps a un rôle décisif, précisément parce que au fond on suit son rythme, ce rythme-là, le fait que il y a un temps de maturation de la pensée, et que parfois il est vain de vouloir s'efforcer de clarifier des idées ou de boucler une page parce que ça résiste, et donc c'est par la modification de l'état du corps qu'il y aura une modification de l'état de pensée. Le corps n'est pas seulement le véhicule, comme disait Platon, qui nous met en mouvement, c'est aussi un certain branchement au monde qui passe par des sens. J'ai dit en début d'émission que vous aviez beaucoup travaillé sur la philosophie de l'odorat. On va y venir, mais puisque vous évoquiez Nietzsche, les plus belles pensées viennent en marchant. Nietzsche était un philosophe de l'oreille, de l'ouïe, qui accordait une grande importance à l'écoute.
On a écouté tout à l'heure John Coltrane, My Favorite Things, qui venait illustrer le texte de Spinoza. C'est une musique que vous aimez bien. Quel rôle joue la musique dans votre travail philosophique, Chantal Jacquet? Alors la musique a toujours été pour moi un monde, une enveloppe protectrice d'une certaine manière, et en même temps une manière de faire effraction dans le monde, sans que l'on ait nécessairement besoin de formuler les choses. Autrement dit, dans la musique, il y a une puissance propre, puisqu'elle crée un espace qui vous enveloppe, et elle implique d'ailleurs comme l'odeur, une forme de fusion avec le monde, puisqu'on ne peut pas se soustraire à la musique. C'est elle qui vient en vous, c'est elle qui vous porte, qui vous transporte. Et je crois qu'à travers la musique, on puise des forces, puisque même quand on est seul, la musique brise cette solitude. Il y a quelque chose comme une forme de sollicitude de la musique qui chasse la mélancolie précisément, et c'est pour ça que elle peut avoir une forme de puissance. Elle stimule la pensée sans pour autant l'organiser. Donc pour moi, ça a toujours été une compagne. Ça a toujours été une forme d'aiguillon pour aller plus loin, pour sortir de moi-même, aller au-delà des mots. Donc avec les odeurs, c'est effectivement les sons qui m'ont toujours porté, et c'est pour ça que, par exemple, dans le kodo japonais, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on nous dise qu'il faut écouter les fragrances. Alors, la musique peut chasser la mélancolie, parfois elle nous y installe au plus près de votre cœur, Chantal Jacquet. On trouve par exemple ceci. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'ai tes gants de crin, je serre. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. La nuit je mens d'Alain Bashung, Chantal Jacquet. Pourquoi cette chanson vous touche-t-elle autant? Elle me touche profondément parce qu'elle est à la fois poétique et poignante et profonde. J'ai dans les bottes une montagne de questions. Il y a une manière chez Bashung de réinventer le monde et de dire des choses qui sont à la fois inédites et en même temps qui s'imposent comme des évidences. On se dit que sans Bashung, le monde serait totalement étranger. Et je pense que bon, il y a une pluralité de musique. Moi, j'ai des choix assez éclectiques. Mais quand le monde de Bashung vient croiser le mien, d'un seul coup, des espaces infinis s'ouvrent. Et je ne saurais pas dire de façon peut-être pertinente pourquoi ça m'aimait autant. C'est un fait parce que je crois qu'il y a un rapport aux mots, il y a un rapport au son qui se mêle, et quelque chose de profondément subversif et d'inventif. On est dans un autre monde. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter. Alors bien loin de la musique de Bashung, mais tout aussi près de votre cœur, Chantal Jacquet, on trouve un intérêt, peut-être un intérêt affectif aussi, pour le Japon, pour une pensée du Japon, pour le dire sans doute maladroitement, et en particulier
On va venir à votre dernier livre, La philosophie du kodo, l'esthétique japonaise des fragrances. Mais avant cela, certains textes, certaines manières d'écrire, disons, que l'on trouve chez les auteurs japonais, notamment Basho, un auteur qui s'appelle Basho, Matsuo Basho. Qui est-ce ? Alors c'est un poète qui écrit des tout petits poèmes. Alors on dit haïku, mais en réalité c'est plutôt waka parce que haïku c'était un genre grivois. Donc chez c'est grivois le haïku. C'était d'abord grivois, alors que Basho va donner ses lettres de noblesse au haïku en faisant précisément une poésie fulgurante, une poésie immédiate qui fait mouche, avec une grande sobriété. Et c'est un peu un modèle pour moi d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire être capable de dire de façon lapidaire, fulgurante, quelque chose dans la simplicité et en même temps dans la profondeur, puisque dans les haïkus, ce qui est important, c'est aussi ce qui est entre les mots. C'est pas seulement ce qui est dit, mais tout l'espace du non-dit qui est ouvert, toute cette puissance du poème qui invite à la fois à méditer sur la parole et sur le silence. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément philosophique pour moi, parce que dans un espace fini, on ouvre de l'infini et on va au-delà de soi-même. Et donc il y a dans la poésie de Basho un monde suggéré en pointillé avec sobriété et quelque chose qui invite précisément au mouvement, qui ouvre l'espace. Haranaka ya mono ni mo tsukazu naku hibari. Au milieu du champ, et libre de toute chose, l'alouette chante. Fuku tabi ni chou no inaoru yanagi kana. Avec chaque souffle, le papillon se déplace sur le saule. Kiyotaki ya nami ni chirikomu aomatsuba. La cascade claire, les aiguilles de pin vertes tombent dans les flots. Sur une branche morte, un corbeau s'est posé. Crépuscule d'automne. Ce type d'écriture a quelque chose de fascinant et pourtant, il semble opposé à la réflexion philosophique, dans la mesure où il est minimaliste, chaque mot compte, il n'y a pas d'explication, pas d'argument, et comme vous le dites, les blancs, les espaces et les silences comptent davantage que ce qui est dit. Effectivement, et pour moi, la poésie, c'est une sorte d'antidote à la philosophie, à son caractère parfois un peu trop bavard. Il faut s'en guérir de la philosophie, si vous dites que c'est un antidote. Je pense qu'il faut, ça n'est pas finalement s'en guérir, mais c'est précisément essayer d'aller au-delà de ce qu'elle est, et donc s'alimenter d'une altérité, s'alimenter de ce qu'elle n'est pas, d'une certaine façon, parce que c'est par ce détour poétique, c'est par ce détour par la musique, par les odeurs, qu'elle peut s'enrichir et développer son propre discours. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'elles doivent imiter la poésie ou la musique, puisque ce sont différents types de discursivité, mais je crois qu'ils se nourrissent l'un de l'autre, et que pour moi, fabriquer des concepts, ça suppose aussi m'alimenter à une matière étrangère, et rien n'est véritablement étranger, et c'est pour ça que c'est toujours un défi pour moi philosopher, c'est aller non seulement au-delà de moi-même, mais aller vers ce que je ne comprends pas, vers ce qui m'est profondément étranger, pour faire un chemin vers ce qui est inaccessible d'abord. Donc il y a quelque chose qui consiste à briser des impossibilités. La philosophie ne sera jamais poésie, mais en même temps, elle s'alimente à cette poésie. Elle essaye d'une autre manière de dire le monde, de le changer, et donc elle a sa force propre. Il ne s'agit pas de le renier, mais pour qu'elle puisse continuer à avoir de la force et de la vigueur, bien il faut effectivement qu'elle aille voir ce qu'elle n'est pas. Et si elle reste intramuros, eh bien je pense qu'elle va mourir de son abstraction, un peu comme le disait Bacon lorsqu'il critique Aristote, qui est prisonnier de la toile d'araignée de ses catégories. Elle se vide de sa chair. Et c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire que le philosophe sorte de sa tour d'ivoire et aille à la rencontre
d'autres formes de pensée qui ne sont pas nécessairement les pensées discursives, rationalisantes, ou qu'elles soient géométriques ou qu'elles soient sous forme d'aphorismes, même si les aphorismes sont peut-être les pensées philosophiques qui sont les plus proches des haïkus ou de la pensée poétique. D'où votre intérêt pour le Japon, cette espèce d'altérité. Tout à fait. Alors, mon intérêt pour le Japon est c'est d'abord passé par l'intérêt pour les odeurs. Ah, c'est les odeurs qui vous ont conduit au Japon? Oui. Alors déjà, bien évidemment, il y avait cet amour de la culture du Japon, mais plus profondément, ce qui m'a amené à aller vers cet univers étranger au départ, c'est un rapport différent aux fragrances, puisque dans le monde occidental, très généralement, l'odorat est considéré comme un sens grossier, bien à l'exception, bien évidemment, des parfumeurs ou des religieux qui peuvent revaloriser l'encens, puisqu'il y a d'un côté le nez considéré comme sale et immoral, et il y a tout de même l'odeur de sainteté, donc il faut quand même le nuancer. Mais jamais dans le monde occidental, on a affaire à un pur art des fragrances, une culture artistique, pourrait-on dire, des odeurs, au mieux dans la parfumerie d'art, mais il n'y a pas une esthétique olfactive constituée comme telle. Et donc c'est au Japon que j'en ai découvert une, qui se présente non pas sous la forme d'un art mais d'une voix. Alors déjà dire voix des odeurs, voix des fragrances, voix du ko, c'est intraduisible, mais ça me demandait de comprendre ce que je ne comprenais pas, parce que pourquoi ça prenait la forme d'une voix, voix VOIE, l'idée d'un chemin, d'un mouvement, plutôt que d'une œuvre achevée. Alors évidemment, on comprend mieux pourquoi il peut y avoir un art à part entière des fragrances au Japon. Si on le pense sous la forme d'une voix, si on le pense sous la forme du mouvement, c'est l'idée d'un passage. On s'intéresse à ce qui est volatile, à ce qui est en mouvement, à ce qui est fluide et évanescent. Et donc, tant qu'on conçoit l'art comme sous la forme de l'œuvre d'art, de l'œuvre pérenne, sous la forme d'un objet constitué, les fragrances restent étrangères à l'univers artistique puisqu'elles sont volatiles et évanescentes. Donc les fragrances seraient un art éphémère? C'est un art éphémère, c'est un art de l'impermanence, et ça suppose aussi qu'on cultive un amour de l'impermanence, non pas comme finitude, mais comme mort, comme dépérissement, mais qu'on en perçoive la magnificence. Et c'est ça que j'ai trouvé dans la culture japonaise, une manière de célébrer ce qui va mourir en valorisant la splendeur. Et c'est ce qu'on peut saisir dans les haïkus, mais ce qu'on saisit aussi à travers cette esthétique du kodo, cette voix des fragrances. On célèbre la beauté précieuse de bois aromatiques qui s'envolent en fumée. Et donc il y a un geste là qui est un geste pour valoriser l'impermanence. Et cette impermanence n'est pas source d'angoisse, c'est une nécessité, et donc on la saisit comme telle dans l'esprit zen. Et donc j'ai voulu comprendre cela et donc me dépayser d'une certaine manière, aller au-delà de mes propres forces, puisque c'était quand même une gageure et un défi que, d'une part, d'essayer d'entrer dans une culture étrangère, ce qui amène à complètement déconstruire les catégories de la philosophie occidentale, c'est-à-dire brouiller un peu la distinction entre art, religion, philosophie, qui ne sont pas présentées comme étant des instances séparées et bien délimitées au Japon. Ça n'a pas de sens d'opposer la philosophie et la religion, ou l'art et la religion, puisque c'est toujours une recherche de la voie. La voie, ça désigne le chemin vers une forme de perfection, un ajustement à l'univers. La voie, c'est le Tao. C'est emprunté aussi au bouddhisme zen, et il y a dans cette démarche quelque chose qui amène à repenser nos propres catégories, à ne pas concevoir l'art comme étant un domaine à part, et se mettre en chemin pour essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et alors dans votre livre, vous êtes très très précise dans la philosophie du kodo qu'on trouve aux éditions Vrin. Vous présentez ce que c'est que le rikoku. Alors je sais pas si je le dis bien. Comment prononcez-vous? Rikoku. Rikoku, voilà. Où c'est une espèce de
de classement qui répartit les fragrances des bois en 6 catégories, le Kara, Rakoku, Sasora, Manaka, Sumontara et Manaban. Voilà, je les aurais toutes dites. Vous mettez une photo de ce type de bois et vous décrivez ces senteurs. C'est un vrai défi que de mettre des mots sur une odeur. Vous disiez que sur la musique, c'était très difficile d'expliquer pourquoi une chanson, une musique vous touchait. Il en va de même pour les odeurs. Alors, puisque vous aimez les défis, Chantal Jacquin, on vous a apporté 3 échantillons d'odeurs que je vous propose de sentir maintenant et d'essayer de nous définir ce que vous sentez. Et ils sont à votre droite, donc vous pouvez saisir, voilà, par exemple, la petite boîte. La petite boîte, bon. Dites-nous, voilà, ce que ça sent. Ah bah, Nicolas Berger vous envoie un indice. Dans les oreilles. Alors, il y a l'évocation tout de suite sans les mots d'abord, sans pouvoir désigner la fragrance, parce que c'est ce qui inhibe une fois qu'on a donné, une fois qu'on a dit c'est une odeur de, oui. Très souvent l'imaginaire s'arrête. Donc pour moi c'est la fragrance, c'est une fragrance qui évoque la mer, les algues, les vagues, et donc tout un imaginaire à la fois marin et en même temps quelque chose qui s'associe à l'humus, c'est-à-dire à la mousse. Donc c'est une sorte de mélange que ça évoque, et je crois qu'il y a quelque chose comme une forme de puissance mnésique des odeurs, donc il va évoquer un monde intime à la fois et une puissance évocatrice, puisque à partir de l'odeur, de cette odeur-là, pour moi surgissent des images et des sons, et donc l'odeur c'est une sorte de support ténu d'un monde qui advient, d'un monde qui est un monde parfois ancien, mais aussi un monde dont l'odeur évoque la présence tout en signifiant l'absence. Et il y a quelque chose de très fort. Mais c'est ça, ce sont des algues, effectivement des algues japonaises dont on peut se servir pour cuisiner. On entendait le bruit de la mer, et la question c'est de savoir quelle dimension différente de la mer appréhende-t-on à travers l'odeur et à travers le son. Quand on entend le bruit de la mer, on imagine quelque chose. Quand on sent des algues qui rappellent l'odeur de la mer, on imagine autre chose finalement. Alors on imagine autre chose parce que il y a une spécificité de l'odeur, c'est qu'elle implique tout de suite une forme de fusion avec le monde, peut-être encore plus intime que l'ouïe, parce qu'on peut se boucher les oreilles, on ne peut pas se boucher le nez, et donc le monde s'impose à vous. Mais à travers l'odeur, ce qui est frappant, c'est que elle est porteuse à la fois de présence et d'absence, hein, et c'est pour ça qu'elle peut avoir une forme mnésique très très forte, parce que dans l'odeur, il y a l'évocation d'un monde qui a disparu. Et donc dans l'odorat, peut-être par opposition, je dirais à la vue, qui maintient toujours une certaine distance, on ne peut pas refuser ce qui est offert à la perception. Et d'emblée, donc soit on va être dans un rapport d'acceptation de cette fusion avec le monde, et à ce moment-là on accueille l'odeur, soit dans un rapport de répulsion et on a l'impression d'une intrusion. Donc il y a une forme de violence dans l'odorat, alors qu'on peut davantage se protéger de l'ouïe, c'est ça, de l'ouïe ou des images. Ouais. Donc c'est effectivement un sens très très immédiat. Et parce qu'il est immédiat et qu'il est souvent, quand les odeurs sont faibles, les sensations sont inaperçues. Et de ce fait, elles ont une sorte de puissance insidieuse dans la mesure où très vite, ça va être associé à des souvenirs. Et donc, en ce sens-là, l'odorat, ça va être l'un des supports principaux à la mémoire involontaire. Et c'est pas un hasard si, à la recherche du temps perdu, Proust prend appui aussi sur des œuvres, même si c'est moins évoqué. Alors, on évoque la Madeleine, qui est à la fois l'odeur et la saveur, comme support de l'édifice du souvenir. Mais il y a aussi l'odeur des brindilles, l'odeur de pétrole, qui peuvent avoir quelque chose de tout à fait surprenant, je dirais presque de philosophique au sens platonicien, c'est-à-dire suscitant des contradictions. Je pense par exemple à l'odeur de pétrole sentie dans la ville, qui va être associée dans la recherche à des images
champêtre, de promenade avec Albertine, parce que cette odeur sentie de manière citadine, qui pourrait évoquer quelque chose de désagréable, quelque chose d'intrusif, va être le support de l'évocation de cette mémoire retrouvée du bonheur avec Albertine lors de promenades faites en voiture, où effectivement l'odeur de pétrole accompagnait à l'insu. Donc là, il y a quelque chose de remarquable, parce que ce qui pourrait paraître désagréable devient source d'agrément. Ce qui évoque la cité, là, évoque la campagne. Donc il y a une sorte de force philosophique au sens platonicien, puisque c'est la contradiction qui nous pousse aussi à réfléchir, à méditer, et donc à sortir de l'immédiateté même. La contradiction, c'est une des conditions pour philosopher. Enfin, un objet, une chose est intéressante parce qu'elle est contradictoire, selon vous? Disons que c'est un des aspects qui suscite la réflexion, c'est quelque chose qui vous résiste. Qui résiste et qui vous oblige précisément à faire un détour, à sortir de vous-même, de vos certitudes, même au point que vous êtes... il peut y avoir une forme de découragement, puisqu'on a l'impression que c'est impossible à comprendre, que ça vous échappe, et donc il va falloir trouver des expédients pour aller au-delà de cette limite. On va faire un détour ensemble, on va sortir de votre atelier, sortir du studio par Louis. Écoutez Jacques Chirac dans le documentaire de Raymond Depardon, c'était en 1981. Il va essayer à la rencontre des commerçants, et la chose qu'il dit dès qu'il rentre dans un magasin, c'est « ça sent rudement bon ». Bonjour madame, ça sent rudement bon. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Ah, bonjour madame. Ça sent bien bon, bonjour messieurs. Bonjour monsieur, sortez pas le couteau quand on arrive là quand même. Bonjour messieurs. Ils sont pas méchants. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. C'est super, ça sent rudement bon. Félicitations. Ça sent bien bon chez vous, je suis un consommateur de fromage. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez rudement beau produit, félicitations. Merci. Au revoir. Puisque vous êtes là, on va vous présenter à tout le monde, hein. Oui, Hey, un peu de monde. Maman, Michel, viens voir. Dites-moi, ça sent rudement bon ce que vous faites, hein. On m'avait dit que c'était une bonne maison. C'est d'autant plus surprenant que, vous le disiez, l'odorat a été complètement banni de la philosophie, de toute forme d'intellectualisme, mais on y fait rarement référence. On dit, c'est rare d'entendre un homme politique qui commente le parfum, l'odeur d'un endroit avant de commenter la vue, ce qu'il voit. Il dit pas c'est beau, il dit ça sent bon. Chantal Jacquet. Effectivement, c'est tout à fait surprenant, et en même temps, l'odeur et les connotations hédonistes, ça sent bon ou ça sent mauvais, l'odeur est révélatrice de notre rapport au monde, notre rapport affectif au monde, la manière dont nous le percevons, dont nous adhérons à lui, au contraire, la manière dont nous prenons nos distances, puisque c'est le même président de la République qui dit ça sent bon, et qui dira en même temps à propos des immigrés qu'on ne peut pas supporter, mais le bruit, mais l'odeur. Ah oui. Et donc l'odorat sert à la fois à un jugement d'attraction envers la chose, mais aussi de répulsion. Et il y a un nez de l'amour comme un nez de la haine, qui consiste finalement à porter au pinacle l'élu et à éliminer l'exclu. Donc il y a un rapport affectif au monde. Je crois qu'il permet de décrire, on peut faire une phénoménologie de l'odorat, il permet de décrire notre rapport au monde selon que ce monde nous agrée ou suscite des désagréments. Et il y a toute une typologie du rapport à l'autre, selon qu'on peut le sentir ou ne pas le sentir, selon qu'on le sente bien et que donc on lui fasse confiance, ou qu'au contraire on considère que il sent mauvais, qu'on ne peut pas le piffer ou le blairer. Alors on va suivre Jacques Chirac pour nous conduire en dehors de votre atelier de philosophie. Vous avez raconté comment vous avez découvert ces pensées et l'importance qu'elles ont pour vous, que ce soit celle du Japon ou de l'odorat. Il reste un élément qu'il faut qu'on aborde ensemble avant la fin de cette émission. Vous le disiez en début d'émission, pour vous, la philosophie est aussi un acte d'engagement. Il y a une dimension sans doute politique, et c'était aussi pour des questions de recherche du juste, au sens de justice aussi, que vous étiez engagé dans la voie de la philosophie. Vous avez écrit un ouvrage sur les transclasses ou la non-reproduction, où là on est bien loin de la philosophie de l'odorat, et vous faites un constat qui vous ancre dans la société. Est-ce que pour vous, votre rôle de philosophe est aussi celui qui observe et qui nomme ce qui est, dans le but sans doute de diagnostiquer pour mieux faire changer le contemporain? Alors, je suis toujours un petit peu
méfiante à l'égard de l'idée que le philosophe aurait un rôle spécifique dans la cité, un peu dans la lignée platonicienne du philosophe roi qui par sa sagesse serait à même d'éclairer les hommes et de les gouverner. Je pense que le philosophe est un citoyen comme les autres, et c'est en tant que citoyen qu'il a à prendre part à l'activité politique, donc il n'a pas de leçons à donner, sinon il devient une forme de prêtre ou de propagandiste. Je crois que si le philosophe peut avoir un rôle politique, c'est précisément en exerçant son regard critique ou son regard de philosophe, non pas d'emblée parce qu'il aurait une finalité politique, mais parce que c'est une nécessité de penser les choses ainsi. Autrement dit, je pense que c'est de façon peut-être dérivée et non pas immédiate que le philosophe peut avoir un impact politique s'il s'assigne d'emblée une fonction politique, il devient homme politique où il exerce sa fonction de citoyen, mais je dirais que la philosophie en elle-même et par elle-même ne donne pas immédiatement des compétences politiques. Elle peut précisément par le biais de la réflexion, par le biais de la déconstruction des préjugés, par le biais de la production de nouveaux objets, avoir un impact politique, une force politique, mais en aucun cas, je pense que le philosophe ne doit se placer comme étant un donneur de leçons ou comme pensant éclairer les hommes du haut de sa compétence. Parce que c'est précisément en faisant des détours par sa réflexion ou par sa construction d'objets qui peut être le plus utile, et non pas s'il veut immédiatement convertir les hommes, puisque à ce moment-là il devient un peu un gourou. Mais oui. Pourtant, vous avez écrit autant sur l'odorat que je le disais sur cette question des transclasses qui est ancrée de plein pied dans une réalité qui est sociétale et pas simplement phénoménologique ou corporelle. Il y avait donc un désir de votre part. Il y a tout à fait un désir de penser une réalité sociale. Après, l'usage qu'on peut faire de ce livre, il faut, ça peut être rediscuté, mais disons que d'emblée, l'objectif, c'était de rendre, par la production d'un concept, visible une réalité qui est trop souvent inaperçue ou qui est perçue de façon imaginative ou axiologique, je dirais, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est un transclasse ? Un transclasse, donc ça désigne un individu ou un groupe d'individus qui change de classe sociale et donc qui passe de l'autre côté. Alors quand je dis passer de l'autre côté, ça ne veut pas dire forcément adhérer aux valeurs de la classe dans laquelle on arrive, mais je voulais penser cette réalité-là sous la forme du concept de transclasse, avec ce que cela implique pour pouvoir le produire, ce que j'ai appelé une complexion, c'est-à-dire un ensemble de déterminations qui permettent d'expliquer que au sein même d'une société qui a tendance à reproduire les classes sociales, il puisse y avoir des écarts ou des passages d'une classe à l'autre. Et je voulais que ça se fasse en dehors de toute la mythologie, c'est-à-dire l'idée du self-made man, qui s'arrache à sa condition, à la force du poignet, qui se fabrique tout seul, ce qui me paraît une illusion complète. Mais je voulais aussi échapper à cette valorisation ou ces jugements de valeur qui entachent toujours les passages de classe sociale. Soit on va considérer que les gens qui changent de classe sociale, lorsqu'il s'agit d'une classe défavorisée vers une classe plus aisée, que ce sont des parvenus, ou que ce sont des transfuges, donc traîtres à leur classe. Soit si ça se fait en sens inverse, ils sont déclassés, donc il y a une perte. Donc on est toujours dans le jugement de valeur. Donc je voulais qu'on puisse comprendre ce qui se joue, en dehors de l'idée qu'il y a un prodige, qu'il y a une usurpation ou qu'il y ait une ascension ou un déclassement. Le mot de transclasse a été prononcé à ce micro même le 22 novembre dernier, Chantal Jacquet, écoutez. Ces histoires de transclasse ou de success story un peu exceptionnelles, ça n'est jamais que des alibis. Le transclasse, il ne faut pas que ça serve d'arbre qui cache la forêt. Vous savez, quand on passe d'un milieu à l'autre, on a des problèmes de légitimité, quoi. On a l'impression, on a toujours le sentiment de se dire qu'est-ce que je fais là, quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte. Un écrivain légitime ou une personne légitime, c'est quelqu'un qui est né dans un milieu où on lui a dit tu es à ta place partout. Et moi, on m'a pas dit tu es à ta place partout, on m'a dit tu dois rester à ta place. C'est deux choses très différentes, quoi. Donc comme ma place est en train de changer, d'évoluer, ça produit des effets, quoi.
Et l'un de ces effets est le prix Goncourt, parce que vous venez d'entendre Nicolas Mathieu, c'était au micro de Guillaume Erner, ici même, donc au matin de France Culture, hier jeudi. Nicolas Mathieu parle de lui, en employant ce terme de transclasse, mais en disant bien qu'il faut se méfier de la récupération qu'on peut faire de ce concept, comme étant la preuve que les classes sociales peuvent être transcendées dans une espèce de réaction dans la lignée de bourdieusienne, en fait, Chantal Jacquet. Alors c'est tout à fait important de réfléchir à cette question. C'est pour ça que j'ai dit après, il y a un usage qui peut être fait des transclasses. Et c'est la raison pour laquelle dans mon livre, j'essaye de montrer comment il peut y avoir des formes de récupération politique, comment le transclasse n'est pas la solution, même si pour, par exemple, ceux qui ont vécu dans la misère et qui connaissent une situation économique ou culturelle meilleure, évidemment, c'est plus avantageux. Il ne s'agit pas de le nier ni de les culpabiliser en disant que vous avez trahi votre classe sociale, mais on ne doit pas se servir des transclasses comme d'une sorte de vitrine ou d'alibi ou de soupape de sécurité pour montrer que finalement le monde est juste. La preuve en est que ceux qui voudraient se donner de la peine, sont capables de parvenir à changer leur destin, parce que précisément c'est ne rien comprendre à ce qui se joue dans le phénomène transclasse, quelles sont les déterminations qui jouent. Il ne s'agit pas du tout d'afficher une sorte de libre arbitre ou de mérite personnel. Il s'agit de voir que, au fond, un transclasse est fabriqué et qu'il est fabriqué parfois avec la classe dominante qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée ou qui a besoin d'une soupape de sécurité ou de pouvoir brandir quelques exceptions pour montrer qu'au fond l'ordre social est juste, puisque si on veut s'en échapper, il n'a qu'à finalement escalader et le vouloir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut finalement mettre en avant. Et si acte politique il y a dans ma démarche, c'est précisément de déconstruire ces récupérations politiques, d'éviter l'écueil qui consistera à croire qu'il y aurait une forme de glorification du transclasse ou qu'il est nécessairement maudit, parce qu'il y a d'un côté le self-made man qu'on glorifie et de l'autre le transfuge qui est maudit, qui prend en charge toute la violence symbolique du monde. Je crois qu'il faut sortir de ces images d'Épinal et essayer de penser la réalité telle qu'elle est et se forger des outils pour pouvoir précisément changer le monde. Et vous nous aidez à le faire, Chantal Jacquet, les transclasses ou la non-reproduction, ainsi que philosophie du Kodo, l'esthétique japonaise des fragrances. Le premier ouvrage est au PUF, le deuxième aux éditions Vrin. Il y en a beaucoup d'autres de vous, on les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre travail aujourd'hui. Merci à vous.